Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le phénomène de réincarnation. Nous ferons un point sur la recherche actuelle, explorerons les contre-arguments de la réincarnation, puis je vous présenterai 2 cas d'enfants qui se seraient réincarnés. Alors c'est parti pour ce 60e épisode. Bienvenue dans ce 60e épisode, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au sujet de la réincarnation. Pour ceux qui arrivent en cours de route, sachez que j'ai déjà traité ce sujet dans l'épisode 54 de ce podcast. Mais par contre, si vous l'avez écouté, vous savez que je me suis surtout penchée sur le phénomène de réincarnation jusque dans les années 60, 70 par là autour. En fait, j'avais lu et étudié le livre du professeur en psychiatrie Ian Stevenson qui a mené les études scientifiques sur les phénomènes de réincarnation jusqu'au début des années 2000, un petit peu avant. Et je voulais d'abord m'appuyer sur ses premières recherches à lui avant de faire un point sur les choses actuelles qui se disent sur la réincarnation et sur l'avis de la science sur le sujet aujourd'hui dans les années 2000. Dans l'épisode 54, j'avais notamment raconté l'histoire de réincarnation d'une petite fille, Martha Lawrence, qui s'est déroulée dans les années 1890 et 1900 et des poussières. Donc si ça vous intéresse d'aller écouter, je vous mettrai en lien en barre de description l'épisode 54. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais commencer par faire un point plus scientifique sur l'état plus actuel de la recherche sur ce phénomène. Et en deuxième partie d'épisode, je vous raconterai 2 cas très intéressants d'enfants qui se seraient réincarnés. Dans le cas où la partie scientifique ne vous intéresse pas du tout, je vais mettre en barre de description des petits liens qui vous emmèneront directement au moment de l'épisode où je raconte les histoires. Si vous voulez y aller directement, vous avez qu'à cliquer dessus et ça vous emmènera au récit. Donc, si vous le voulez bien, regardons un peu l'état de la science à ce sujet. Ah oui, peut-être avant de débuter, sachez que comme d'habitude, j'ai pris soin de faire le tour de plusieurs sources officielles très intéressantes, rédigées par des chercheurs et des personnes qui étudient ce milieu. Je vous listerai bien entendu les livres et les sites que j'ai visités dans le cas où ça vous intéresserait d'y jeter un œil. La première chose à dire, c'est que l'Université de Virginie aux États-Unis est l'université de référence en matière de recherche sur les phénomènes de réincarnation. En fait, des recherches y sont menées depuis plus de 50 ans par des chercheurs américains, experts en parapsychologie accrédités. Donc ce sont vraiment des études sérieuses menées par des experts scientifiques. Le plus connu d'entre eux étant Ian Stevenson, un professeur et un psychiatre qui est décédé en 2007, qui a étudié toute sa vie ce phénomène. Il était professeur du département de psychiatrie de l'Université de Virginie. Je parle beaucoup de lui dans l'épisode 54 justement. Donc, le rôle de ces experts et scientifiques est d'essayer d'expliquer ce phénomène. Ils parcourent le monde régulièrement pour recenser et étudier des cas d'enfants réincarnés, c'est-à-dire d'enfants qui auraient des souvenirs issus d'une vie antérieure. Ces recherches étaient avant encadrées justement par le psychiatre Ian Stevenson et après son décès, elles ont été reprises par le pédopsychiatre et chercheur Jim Tucker, qui est à ce jour à la tête du service de parapsychologie de l'Université de Virginie. J'ai notamment pu lire un de ses ouvrages parus en 2015 et plusieurs de ses articles scientifiques. Comme je l'ai expliqué dans le premier épisode sur le sujet, dans la plupart des récits d'enfants dits incarnés, le point commun, on va dire, entre eux, sont la manière et l'âge dont les souvenirs de leur vie antérieure apparaissent. Souvent, les premiers souvenirs viennent sous forme de terreur nocturne, parfois vraiment violente, et généralement vers 6 ou 7 ans en moyenne, les souvenirs se dissipent une fois que l'enfant a grandi. D'autres similitudes peuvent être évoquées également. La très grande majorité des enfants vivant ce phénomène concernent des morts violentes, traumatisantes et très pénibles, comme une longue maladie très douloureuse, ou bien une mort subite, par exemple à la guerre ou parce que la personne a été assassinée. Un autre fait remarquable, qui est même expliqué sur le site de l'Université de Virginie, ce sont les taches de naissance.
Certains enfants ont des taches de naissance et des anomalies congénitales qui correspondent à des blessures ou d'autres marques sur la personne décédée dont l'enfant se souvient. Dans de nombreux cas, des rapports post-mortem ont confirmé ces correspondances. On va revenir sur ces taches de naissance un petit peu plus tard. En tout cas, c'est vrai qu'en Occident, l'idée que la recherche et la science puissent appuyer l'existence d'un tel phénomène surprend beaucoup parce que c'est une notion qui peut paraître vraiment étrange, voire absurde pour certains. C'est vrai que la réincarnation s'oppose d'une part aux croyances religieuses de beaucoup de personnes et aussi au point de vue de la majorité des scientifiques selon lesquels la vie se limite au monde matériel et à un corps physique. En tout cas, l'idée de la réincarnation a séduit de nombreuses personnes à travers le monde tout au long de l'histoire. Platon et les Grecs antiques, les hindous et les bouddhistes, de nombreux Amérindiens et même une partie des chrétiens. Selon Pierre Bréchon, qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po et chercheur en sciences sociales, environ 24% des Français admettent croire en la réincarnation. Selon Jim Tucker, cette fois, le pourcentage est similaire en Amérique du Nord et dans les pays d'Europe en général. Ces chiffres datent de 2008 et 2010 environ et ils seraient en augmentation. Comme le dit très bien Jim Tucker dans l'un de ses ouvrages, leur but, à ces scientifiques, est de déterminer la meilleure explication possible aux propos des enfants et de voir si la science pourrait envisager la possibilité de la réincarnation. Si l'on part du principe que la réincarnation est avérée, alors c'est qu'une partie de nous peut survivre après la mort du corps physique. C'est en tout cas ce que les chercheurs essayent de comprendre au travers des nombreux cas étudiés ces dernières années. Il faut préciser que leur approche dans ces études a été évidemment toujours très rationnelle. Ils le disent très bien, la croyance religieuse ne doit pas venir entacher la recherche d'explications au risque d'être biaisée. Et c'est exactement ce que je dis souvent dans mes épisodes, il faut toujours avoir un regard critique sur tout. Que ce soit le cas de Martha Lorenz dans l'épisode 54 ou les cas que je vous présenterai aujourd'hui, ce n'est pas pour vous convaincre, c'est plutôt pour vous donner les informations que j'ai récoltées et vous laisser vous faire votre propre idée. Tout comme ces chercheurs ont fait au travers de leurs études et ouvrages, parce qu'au final on ne perd rien à avoir des indications, des histoires, des études sur ce genre de phénomène. Au contraire, tout ça aide notre humanité à évoluer et à avancer, dans un sens comme dans l'autre. Être curieux, se poser des questions, chercher, écouter, lire, c'est le début de toute évolution. Dans les études menées par le pédopsychiatre Jim Tucker, et comme je l'ai dit plus haut, on peut voir que beaucoup d'enfants naissent avec des taches de naissance ou des anomalies congénitales qui correspondent aux blessures généralement mortelles se trouvant sur le corps de la personne antérieure. Il faut aussi préciser que la plupart de ces taches ne sont pas juste de petites taches de décoloration. Souvent, elles ont une forme ou une taille vraiment inhabituelle et parfois même en relief. Dans l'un des cas que nous verrons après, on pourra en rediscuter parce que l'enfant en question possédait justement ces anomalies. Pour le docteur Ian Stevenson, ces marques laissées potentiellement par la réincarnation dans le corps d'un nouveau-né sont très intéressantes parce qu'elles seraient des preuves physiques et objectives bien plus fiables que de simples souvenirs, par exemple. Mais il faudrait comprendre maintenant comment ça se fait si ce n'est pas le corps qui se réincarne, comment ça peut affecter le physique. Parce que dans le cas où la personne antérieure a subi plusieurs blessures, toutes les marques ne sont pas forcément retrouvées sur le corps de l'enfant. En fait, le docteur Stevenson a suggéré que peut-être seules les blessures qui ont fortement impacté la victime de façon consciente, en lui causant un traumatisme profond, se transmettraient. Évidemment, ça ne reste que des suppositions, mais c'est ce que plusieurs cas ont démontré. Ensuite, en plus des tâches, il y a évidemment le comportement et les dires des enfants au sujet de leur vie passée. Évidemment, il ne s'agit pas simplement d'une ou deux affirmations dites par l'enfant, il s'agit d'une bonne quarantaine au moins. Parce que plus il y en a, plus le phénomène de réincarnation pour l'enfant peut être possible. Par exemple, une de ces affirmations pourrait être des noms de personnes que l'enfant cite, sans pour autant les connaître, des détails sur sa vie antérieure, comme la description de sa maison, des personnes vivant avec lui, des animaux, de son ancien métier. Ces affirmations peuvent parfois être accompagnées d'émotions très fortes et de comportements qui n'appartiennent pas à l'enfant directement.
Certains enfants, quand ils mentionnent leur vie antérieure, en parlent comme si c'était quelque chose qui ne les touchait pas particulièrement, de façon très terre-à-terre, disons, et d'autres manifestent des émotions très fortes, de la tristesse, de la nostalgie, de l'agacement. Ça dépend vraiment du cas. On dit qu'un cas est résolu quand un chercheur peut confirmer les dires d'un enfant. Par exemple, s'il mentionne le nom d'une personne qu'il aurait connue dans une autre vie, qu'il l'a décrit, etc., et que le chercheur peut confirmer ces dires soit dans les archives, soit en rencontrant cette fameuse personne, ou encore quand le chercheur peut confirmer que le défunt dont l'enfant est possiblement la réincarnation a bel et bien existé dans les circonstances racontées par l'enfant, alors on dit que le cas est résolu. Mais attention, ça ne veut pas dire que si le cas est résolu, que la réincarnation est avérée. Ça veut juste dire qu'on a pu confirmer les dires et c'est tout. Au niveau du comportement aussi, les enfants ont tendance à reproduire plusieurs choses. Par exemple, il y a des enfants qui jouent au métier que la personne dont elle serait incarnée pratiquait. Il y a eu le cas d'un jeune garçon en Inde, né en 1944, qui n'a pas arrêté de jouer entre ses 4 et 7 ans au vendeur de biscuits et d'eau gazeuse, métier que faisait justement la personne décédée. Dans son cas, ça devenait même problématique parce qu'il ne voulait même plus jouer avec les autres enfants parce qu'il était trop occupé à ses affaires et à son entreprise. Il avait donné de nombreux détails à ses parents à ce propos, qui ont bel et bien été vérifiés par la suite. Déjà, à l'âge de 2 ans et demi, il commençait même à dire à sa mère de ne plus faire la cuisine parce que sa femme allait s'en charger. D'autres enfants apprécient tout particulièrement certaines choses, par exemple les aliments préférés de la personne décédée, ou même des fois l'alcool et le tabac. Évidemment, les parents ne vont pas leur donner du tabac ou de l'alcool, mais c'est juste qu'ils sont vraiment attirés à boire de l'alcool et à essayer de fumer, alors que c'est des enfants qui ont 3 ans, quoi. Et évidemment, il y a aussi les phobies généralement liées à la façon dont l'autre personne est décédée que l'on retrouve chez ces enfants. Les études jusqu'à aujourd'hui ont également mis en avant certaines caractéristiques des différents cas, notamment le laps de temps entre la mort de l'ancienne personne, on va dire, et la naissance de la nouvelle, qui est généralement très court. En moyenne 16 mois. Ce qui veut dire que les âmes qui se réincarnent reviendraient généralement assez rapidement, même s'il y a des exceptions. Et au niveau de la géographie, jusqu'à aujourd'hui, on remarque que la distance entre le lieu de naissance et le lieu de mort de l'ancienne âme est généralement courte aussi. Souvent, ça reste dans le même pays, même si là aussi, il y a des exceptions. Il faut savoir que depuis 1930, de nombreux psychiatres, psychologues et médecins se sont penchés sur la question des souvenirs de vie passée dans le cadre de leur pratique clinique. À l'époque, et comme je l'avais expliqué dans l'épisode 54, on utilisait surtout diverses techniques d'hypnose ou de régression pour induire des états hypnotiques chez des milliers de patients. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a eu le docteur Dennis Kelsey, psychiatre britannique, la doctoresse Winifred Lucas, de nationalité américaine, le docteur Ernest Pecci, psychiatre américain, le docteur Martin Ebbon, américain également, ou encore le psychiatre américain Brian Weiss. Je peux aussi citer Patrick Drouot, un physicien diplômé en 1976 de l'Université de Columbia aux USA, qui s'est ensuite spécialisé en neurosciences à l'Université du Kansas. Il est d'origine française et pratique aujourd'hui encore à Paris. Son parcours a commencé en Amérique, où il a assisté des réunions composées de psychiatres et de psychanalystes qui étaient en fait des groupes de recherche autour de l'hypothèse de la réincarnation, et c'est en découvrant leur travail et en rencontrant des personnes qui vivaient des choses parfois inexpliquées, possiblement liées à la réincarnation, qu'il décida de se lancer et se former à l'accompagnement des régressions dans les vies passées. Je vous mettrai son site en barre de description si jamais ça vous intéresse. Je pourrais vous citer encore des dizaines d'autres personnes, mais il me faudrait un épisode d'au moins 1 heure là-dessus, alors je vais m'arrêter là. Dans cet épisode, je ne vais pas non plus rentrer dans l'explication de comment sont effectuées les recherches et études sur la réincarnation, tout simplement parce que je l'avais déjà fait dans l'épisode 54 de manière assez complète. Donc si cette partie vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Avant de passer aux 2 cas, j'aimerais également aborder les points de vue opposés à la réincarnation, ou plutôt les arguments principaux. Dans les ouvrages sérieux qui traitent de ce sujet, généralement il y a toujours une partie de contre-arguments.
Poser des contre-arguments à l'idée du phénomène de réincarnation permet d'identifier les points encore flous qui permettent ainsi d'orienter les études et recherches pour les écarter petit à petit. Si on refuse de voir les contre-arguments et d'être un peu bousculé dans notre réflexion, alors on se retrouve à faire du surplace et à ne rien expliquer du tout. Voilà pourquoi il est important que les chercheurs dans les ouvrages en parlent également. Et pareil de l'autre côté, les gens qui rejettent totalement l'idée de la réincarnation, est-ce qu'ils basent leur certitude sur des faits ou sur des choses qui au final sont éloignées de la vérité? Évidemment, les chercheurs ne prennent pas en compte et n'analysent pas les critiques venant des différentes croyances religieuses associées à la réincarnation, dans la mesure où ces croyances ne constituent pas la base principale d'un travail de recherche scientifique. Le premier contre-argument, disons-le comme ça, c'est la conception matérialiste du monde. Dans la communauté scientifique, la critique fondamentale à l'égard de la réincarnation est qu'elle est impossible dans la mesure où seul le monde matériel existe. D'après cette vision des choses, la conscience n'est que le résultat d'un cerveau en fonctionnement et ne peut en exister indépendamment. Par conséquent, la conscience se termine à la mort du cerveau. Les scientifiques affirment ça soit parce qu'il n'y a aucune preuve de la réincarnation, soit parce que l'idée contraire serait trop opposée à cette vision matérialiste justement. Récemment, un certain nombre de scientifiques, principalement des physiciens, ont décrit des visions des choses qui, réunies, remettent en question cette idée matérialiste qui dit que la conscience est insignifiante face à un cerveau en fonctionnement. Déjà à l'époque, René Descartes, un mathématicien, physicien et philosophe français, avait mis au point le concept de dualisme au XVIIe siècle pour séparer l'esprit de la matière. Une partie de la communauté scientifique rejette cette idée en disant que le dualisme viole les lois connues de la physique. Si l'esprit doit affecter le corps ou le cerveau, alors il doit modifier et toucher quelque chose de physique, notre cerveau, notre corps qui sont physiques, alors que l'esprit n'a ni énergie physique ni masse et que ce genre de modification nécessite de l'énergie. Mais ce contre-argument ne tient plus debout si on prend en compte la physique d'aujourd'hui. D'après elle, des efforts conscients peuvent influencer l'activité cérébrale sans violer les lois de la physique. Bon, dans les livres que j'ai lus, les explications vont beaucoup plus loin, mais je ne suis pas physicienne et je ne suis pas en mesure de vulgariser correctement ce que j'ai lu, donc je m'arrêterai là pour ce contre-argument. Je conclurai tout de même qu'en associant les idées de tous ces scientifiques et des différentes études menées à ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut considérer la conscience séparée du cerveau, on se retrouve avec une vision très différente du matérialisme. Donc pour le coup, ce n'est pas un contre-argument qui soit en béton, on va dire, pour contredire à 100% la possibilité de réincarnation. Un autre argument contre la réincarnation peut être mentionné, c'est un contre-argument qui rejoint la vision matérialiste des choses et qui dit que l'on ne devrait pas considérer la réincarnation comme une possibilité dans la mesure où l'on ne connaît pas de mécanisme pouvant l'expliquer. Ça veut dire que concrètement, on ne sait pas comment la conscience pourrait survivre sans corps, comment elle pourrait intégrer un fœtus en développement, etc. Mais c'est un contre-argument assez faible qui peut vite être écarté, parce que si dans toute notre existence humaine, on avait attendu que des mécanismes soient découverts, alors je ne suis pas certaine qu'on en serait là. Par exemple, en médecine, même sans comprendre totalement le fonctionnement de certains médicaments, les médecins ont quand même pu se servir de ces médicaments avec succès pour soigner des malades. Pareil pour la théorie de la gravité. À l'époque d'Isaac Newton, c'était un mystère total. Il n'a pas donné d'explication, il n'a pas dit comment ça fonctionnait, mais les gens l'ont accepté. Ensuite, oui, Albert Einstein est arrivé et a proposé un mécanisme, celui de la courbure de l'espace-temps. Mais ça prouve bien que même si on n'a pas de mécanisme défini qui vient prouver quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est juste que peut-être que le mécanisme n'a pas encore été trouvé. Donc ce contre-argument est aussi assez faible. Ensuite, et c'est celui que j'ai souvent entendu lorsque je discute de la réincarnation autour de moi, c'est cette idée de l'explosion démographique. Ça signifie que comme le nombre de personnes augmente sur Terre, ça veut dire qu'il y a de nouvelles âmes et donc que si ça fonctionnait avec la réincarnation, le nombre ne devrait pas changer. Si une personne meurt, elle est remplacée par une autre. Et le nombre de personnes sur Terre devrait rester stable, disons. Sauf que là aussi, on peut émettre un petit bémol. D'abord, il n'est pas obligatoire que la réincarnation concerne tout le monde.
Certaines âmes pourraient revenir sur Terre en raison d'affaires à régler, par exemple, ou bien pour finir quelque chose qu'elles n'ont pas pu faire dans leur vie antérieure ou simplement à cause de la manière dont elles sont mortes, trop subitement par exemple. Mais d'autres âmes pourraient aussi ne pas renaître tout simplement. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des vies antérieures, tandis que d'autres non. Le phénomène de réincarnation n'implique pas et ne renie pas l'existence de nouvelles âmes. Il explique juste le fait que certaines âmes reviennent. Le dernier contre-argument que je citerai est la détérioration cérébrale, comme la maladie d'Alzheimer. C'est sûr qu'il faut reconnaître qu'une personne a besoin d'un cerveau intact pour exprimer ses émotions, ses pensées et sa personnalité. Mais ça ne signifie pas forcément que c'est le cerveau qui en est à l'origine. William James, un psychologue et philosophe américain, avait examiné cette question à la fin du 19e siècle. D'après lui, le cerveau, plutôt que de produire les pensées, serait simplement un transmetteur. Il capterait les informations et les transmettrait au travers de ses connexions, de sorte à ce que la personne puisse les visualiser, les transmettre par écrit, par oral, etc. La conscience dépend donc bien du cerveau pour être transmise, mais même sans cerveau, elle existerait, mais ne pourrait simplement pas être transmise. C'est au final un peu comme une télévision, si elle marche, les informations passent, si elle est cassée, ça ne veut pas dire que la connexion l'est, mais simplement que le médium qui permet de les transmettre ne fonctionne plus. Je conclurai cette partie des contre-arguments par une réflexion que je vous invite à avoir également. La science a, à juste titre, rejeté de nombreuses idées extravagantes, mais elle a aussi au départ rejeté beaucoup d'idées qui s'avèrent être totalement justes aujourd'hui. L'existence de météorites, par exemple, ces pierres tombées du ciel, ces idées étaient totalement rejetées par les physiciens qui trouvaient ridicule le fait que des cailloux tombent du ciel, et pourtant au XVIIIe siècle on a enfin accepté et compris d'où venaient les météorites. La compréhension fondamentale du monde change vraiment très très lentement. Ce qui est bien d'un côté parce que ça permet aussi de ne pas être trop déstabilisé. Mais à trop vouloir filtrer les choses, ça peut nous empêcher d'accepter de nouvelles idées pertinentes. Et peut-être que d'ici une 50aine d'années, l'idée de la conscience individuelle qui perdure après la mort de la personne sera totalement acceptée. La mécanique quantique va peut-être proposer un modèle intéressant de ce côté-là. Il y a encore tellement de choses que j'aimerais aborder avec vous au sujet de la réincarnation que j'ai pu lire au travers de mes recherches, mais j'ai envie de garder mes épisodes compréhensibles et digestes, donc si ça vous va, je garde dans un petit coin toutes les informations intéressantes et à l'occasion d'un 3e épisode sur la réincarnation, je vous présenterai d'autres cas d'enfants et les autres informations intéressantes au sujet de ce phénomène. Du coup, maintenant, j'aimerais passer directement à la partie des cas étudiés par Jim Tucker plus récemment. Et j'ai pris un cas qui est plutôt connu, qui a déjà été médiatisé à plusieurs reprises, parce que je sais qu'il y en aura parmi vous qui ne le connaissent pas. Et le deuxième est un cas moins connu, qui était du coup listé dans les ouvrages de Jim Tucker, mais que j'ai souhaité mettre en avant parce que justement, il n'est pas trop connu. Le premier cas est celui d'un jeune garçon nommé Cameron Macaulay. Il habite à Glasgow, en Angleterre, avec sa mère Norma et son frère Martin. Cameron a 5 ans lorsque le pédopsychiatre Jim Tucker s'intéresse à son histoire. Mais c'est depuis que le petit garçon sait parler qu'il mentionne régulièrement des souvenirs qu'il aurait vécus dans son enfance sur l'île de Barra, une île au large des côtes écossaises. Sauf que ces souvenirs qu'il raconte, il ne les a pas vécus avec sa famille actuelle. En plus, il n'a jamais mis les pieds sur l'île de Barra. Il dessine même son ancienne maison située dans une baie et où, par la fenêtre de sa chambre, il voyait des avions atterrir. Mais voilà, c'était bizarre, comme je l'ai dit, sa mère ne l'a jamais emmené dans cet endroit. Dès ses 2 ans, et même en grandissant, ses propos n'ont jamais changé. Ils sont juste plus précis, étant donné qu'il apprend plus de mots avec l'âge et s'exprime plus aisément. Vous imaginez sa mère qui se pose des questions et qui ne comprend pas comment il peut maintenir cette même histoire aussi précise comme si vraiment il relatait des souvenirs d'enfance, alors que jamais il n'y est allé. L'île de Barra est vraiment petite, un peu plus de 1000 habitants. En plus, Cameron décrit même sa famille, entre guillemets, qu'il avait sur cette île. Il parlait de sa mère, mais aussi de son père, et il aurait même eu 3 frères et sœurs. Il mentionnait aussi son chien. Et c'était toujours la même histoire qu'il racontait. Il habitait dans une maison blanche, il y jouait au bord de la mer, sur la plage, et il voyait les avions atterrir non loin de là. Un jour, hyper intrigué, la mère lui dit « Bon,
Alors on va tous aller à Bara. Et le petit garçon lui dit « Oui, je te montrerai ma maison et l'île aussi. » Et quand sa mère lui demande « Est-ce qu'on va voir ton papa aussi ?» Il lui répondit « Non, il est mort. » Quand sa mère a voulu en savoir plus sur son père, le petit Cameron lui a dit simplement « Il n'a pas regardé avant de traverser ». Le petit garçon prétend même connaître le nom de son père qu'il appelle son papa de Bara. Il s'appellerait Shane Robertson. L'oncle de Cameron, au départ, pensait que tout venait de l'imagination d'un enfant de 5 ans, mais bon, à force d'entendre encore et toujours la même histoire, il a commencé à prendre tout ça au sérieux. Il faut savoir que les propos n'ont jamais changé, ils sont toujours aussi nets, précis et dits avec conviction. Si ça venait vraiment de l'imagination, vous savez comment sont les enfants, ils changent les versions 100 fois au gré de leurs envies, mais là, c'était pas le cas. Puis, au fur et à mesure, Cameron a commencé à souffrir de l'absence de son ancienne mère, sa mère de Bara, comme il l'appelait. Un jour à la crèche, il s'était mis dans tous ses états en larmes parce qu'il demandait à ce que ce soit sa mère de Bara qui vienne le chercher et non Norma, sa mère actuelle. Il répétait de plus en plus souvent qu'il voulait retourner à Bara, voir sa famille. Il avait désespérément envie d'aller sur cette île. Norma, sa mère, se sent totalement désemparée, évidemment. Elle voit son fils souffrir, regretter un passé qui n'existe pas, et décide donc de se tourner vers un psychologue. Le psychologue, c'est son travail de comprendre d'où viennent ses propos. Il arrive à détecter si l'enfant invente ou non. Surtout qu'actuellement, avec la télévision, la radio, les livres, internet, il est facile de lire des histoires, voir des images et connaître un endroit sans jamais y être allé. Donc voilà, il discute avec le psychologue qui commence à énumérer les façons logiques et rationnelles qui expliqueraient comment Cameron aurait pu avoir accès à ces informations, mais il se rend vite compte qu'aucune explication n'est vraiment possible. Et Norma, sa mère, ressort de cette entrevue avec encore plus de questions. Pour aller plus loin, elle se tourne vers une psychopédagogue spécialisée dans l'imagination des enfants. Elle se rend vite compte que Cameron parle de vraies personnes, pas d'amis imaginaires qui n'existeraient pas. Elle s'aperçoit que le petit garçon ne rentre pas dans le moule typique des enfants qu'elle suit parce que les éléments dont il parle ne changent pas et sont tout à fait réels. Il ne maîtrise pas son environnement imaginaire comme le ferait un enfant qui invente quelque chose et qui en fait ce qu'il veut. Le petit garçon décrit des faits, des situations, une histoire qui ne change pas. Et surtout qu'il ne contrôle pas. La conclusion de la professionnelle confirme les intuitions de Norma, il faut aller chercher plus loin. À la suite des nombreuses demandes de son fils, Norma se décide finalement à emmener Cameron à Bara. Elle espère que ce voyage lui permettra d'avoir les réponses qu'il lui faut et que Cameron pourra enfin voir que Bara, c'est pas ce qu'il pensait, puis qu'il pourra passer à autre chose. Le pédopsychiatre Jim Tucker s'est évidemment aussi entretenu avec Norma concernant le petit garçon. Cameron a fourni assez de détails tant géographiques que personnels sur son ancienne famille pour permettre aux chercheurs de mener ses propres recherches et vérifier ses dires. Il rejoint donc Norma et son fils à Glasgow pour les emmener sur l'île. Il s'entretient premièrement avec le petit garçon en lui demandant simplement de décrire son ancienne vie. Comment était ta maison à Bara? Est-ce qu'elle avait 2 ou 3 étages? Comment est-ce qu'elle était ta famille? Est-ce que tu as vu ton père se faire renverser? Comment il s'appelait? Comment il était? Comme ça, il avait toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier ensuite sur place. Ils partent donc pour l'île de Bara. Évidemment, comme c'est une île, vous avez 2 choix. Soit vous y allez en avion, soit vous y allez en bateau. Et ils ont effectivement pris un avion qui se pose sur la plage, exactement comme Cameron avait dit. Et ils voient qu'il commence à reconnaître un peu l'endroit. Il disait même à son frère et à sa mère « Je vous avais dit que c'était vrai ». Il était vraiment très heureux sur l'île. Ça se voyait. Norma et Jim Tucker rencontrent ensemble un historien sur Bara. Au départ, l'historien leur dit clairement qu'il y avait bien quelques Robertson sur l'île, mais pas de Shane à l'horizon. Ils vont donc à l'extrémité nord de l'île, là où semblerait être son ancienne maison. Ils font le tour, ils trouvent toujours rien. Forcément, ça inquiète Norma, sa mère, parce qu'elle a envie de pouvoir confirmer et savoir d'où tout ça vient. Et elle a aussi peur que Cameron soit déçu de ne rien trouver. Ils y sont depuis 2 ou 3 jours déjà. Pourtant, à part les avions qui atterrissent bien sur la plage, aucun autre élément ne peut être confirmé. Mais contre toute attente, ils reçoivent un appel du Centre du patrimoine de Bara. Ils ont fait leurs recherches, contacté plusieurs personnes et ont pu confirmer l'existence d'une maison identique à celle décrite par le jeune garçon qui serait située à l'extrémité de l'île. Ils confirment aussi qu'il y a bien eu une famille du nom de Robertson qui a vécu dans les années 70.
Le fait que cette information ait mis du temps à arriver est parce que seuls les propriétaires originaires de l'île de Barra y étaient répertoriés, mais les Robertson étaient originaires d'Écosse. Donc il décide de se rendre à cet endroit avec Cameron. En arrivant au pied de la maison, on voit l'attitude du petit garçon changer. D'habitude, si bavard, il devient triste et ne dit plus grand-chose. Il dit qu'il est heureux, mais triste à la fois. Ils ont pu rentrer dans son ancienne maison. Évidemment, plusieurs choses avaient changé. L'intérieur avait été rénové, mais quelques petites choses étaient encore similaires. Cameron avait toujours cet air nostalgique et triste sur le visage. Quand sa mère lui a demandé s'il pensait revoir son ancienne maman, il lui dit non, sans plus de précision. Peut-être qu'il a compris que son ancienne famille n'est plus en vie. Ils rentrent tous à Glasgow pour continuer les recherches. Norma et Jim Tucker veulent continuer les recherches pour vérifier les dires du petit garçon concernant son ancienne famille. Ils prennent rendez-vous avec une généalogiste qui leur a confirmé qu'une famille Robertson possédant une maison blanche sur la plage avait bel et bien existé et a même retrouvé une femme du nom de Gilly Robertson qui est encore en vie et qui est donc, vous l'aurez compris, de la famille des Robertson. Et en plus de ça, ils réussissent à retrouver un moyen de la contacter, cette Gilly Robertson, qui aurait passé des vacances d'été dans cette même maison, à Barra, à l'époque où le petit garçon prétend y avoir vécu. Elle confirme certains propos de Cameron, comme l'existence d'un chien noir et blanc. Mais par contre, ils ne peuvent confirmer l'existence d'une personne s'appelant Shane Robertson, donc de son père, et personne dans la famille serait mort renversé par une voiture. Donc il reste quelques questions et propos impossibles à confirmer. Comme l'a dit Jim Tucker, et comme on peut le voir sur certains documentaires à propos de ce cas, les réactions du petit Cameron montrent bien qu'il se passe quelque chose émotionnellement. Il n'était pas insouciant ou détaché comme son frère lorsqu'il visitait la maison sur la plage. Il était nostalgique, lointain et silencieux. Le comportement des enfants dans ce cas est très important. En tout cas, depuis que le petit garçon est allé à Barra, il ne parle plus de son ancienne vie. C'est comme s'il s'en était libéré. Et c'est souvent ce qui se passe lorsque Jim Tucker accompagne les enfants et les parents dans les lieux de leur vie antérieure. C'est comme s'il faisait la paix avec leur passé. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette histoire, évidemment. Le deuxième cas dont je vais vous parler et qui est bien moins connu et moins médiatisé est celui de John McConnell. C'est aussi une histoire un peu plus courte. John McConnell était un policier retraité de la ville de New York qui était devenu agent de sécurité et un soir de 1992, il s'est arrêté après son travail dans un magasin d'électronique. Il a vu deux hommes cambrioler le magasin et a donc sorti son pistolet. Un autre voleur qui se trouvait derrière un comptoir a commencé à lui tirer dessus. John a essayé de répliquer et même après être tombé, il s'est relevé à nouveau pour tirer. Il a été touché 6 fois en tout. L'une des balles est entrée par son dos et a traversé son poumon gauche, son cœur et l'artère pulmonaire principale qui emmène le sang du côté droit du cœur vers les poumons afin de recevoir de l'oxygène. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital mais n'a pas survécu. John avait toujours été proche de sa famille et avait souvent dit à l'une de ses filles, Doreen, « Quoi qu'il arrive, je vais toujours prendre soin de toi ». 5 ans après la mort de John, Doreen a donné naissance à un fils nommé William. Mais celui-ci s'est évanoui peu après sa naissance. Les médecins lui ont diagnostiqué une affection appelée atrésie de la valve pulmonaire, dans laquelle la valve de l'artère pulmonaire ne s'est pas formée de manière adéquate, de sorte que le sang ne peut la traverser jusqu'au poumon. En plus, l'une des cavités de son cœur, le ventricule droit, ne s'était pas formée correctement en raison du problème avec la valve. Il a subi plusieurs chirurgies. Même s'il devra prendre des médicaments indéfiniment, il s'en sort plutôt bien. William avait des malformations congénitales très similaires aux blessures mortelles subies par son grand-père. Lorsqu'il est devenu assez grand pour parler, il a commencé à parler de la vie de celui-ci. Un jour, alors qu'il avait 3 ans, sa mère était à la maison et essayait de travailler dans son bureau quand William a commencé à faire des bêtises. Finalement, elle lui a dit « Assieds-toi ou je vais te donner une fessée ». William a répondu « Maman, quand tu étais une petite fille et que j'étais ton papa, tu t'es souvent mal comportée mais je ne t'ai jamais frappée ». Sa mère a d'abord été décontenancée. Mais à mesure que William a commencé à parler davantage de la vie de son grand-père, elle a commencé à éprouver du réconfort à l'idée que son père était revenu. William a parlé à plusieurs reprises d'être son propre grand-père et a évoqué à plusieurs reprises sa mort. Il a dit à sa mère que plusieurs personnes avaient tiré sur lui et qu'il avait été tué ainsi. Il a aussi posé beaucoup de questions à ce sujet. Un jour, il a dit à sa mère « Quand tu étais petite fille et que j'étais ton papa, quel était le nom de mon chat ?»
Elle a répondu « Tu veux parler de Maniac ?»« Non, pas celui-là, répondit William. Le blanc. Boston ? Demanda sa maman. Oui, répondit William, j'avais l'habitude de l'appeler Boss, non ? Et c'était effectivement correct. La famille avait 2 chats, nommés Maniac et Boston, et seul John appelait le blanc Boss. Un jour, Doreen a demandé à William s'il se souvenait de quelque chose sur la période avant sa naissance. Il a déclaré être mort un jeudi et qu'il est allé au ciel. Il a dit qu'il a vu des animaux et qu'il avait également parlé à Dieu. Il a dit « J'ai dit à Dieu que j'étais prêt à revenir et je suis né mardi ». Doreen était étonnée que son fils mentionne des jours parce qu'il ne connaissait même pas les jours de la semaine sans le demander. Alors elle a testé en disant « Ah, alors tu es né un jeudi et tu es décédé un mardi ?» Il a rapidement répondu « Non, je suis mort jeudi soir et je suis né mardi matin ». Il avait raison sur les 2 points. John est mort un jeudi et William est né un mardi 5 ans plus tard. Il a par la suite évoqué la période intermédiaire entre ces 2 vies à plusieurs reprises. Il a dit à sa mère « Quand on meurt, on ne va pas directement au ciel, on passe par plusieurs niveaux. Ici, puis ici, puis ici. » Il le racontait en effectuant des paliers avec sa main, comme pour expliquer avec des gestes. John avait été un catholique pratiquant, mais il croyait en la réincarnation et il disait qu'il s'occuperait des animaux dans sa prochaine vie. Son petit-fils, William, dit qu'il sera docteur pour les animaux et qu'il s'occupera de gros animaux dans un zoo. William rappelle à Doreen son père de plusieurs manières. Par exemple, il aime les livres, comme son grand-père. Lorsqu'il rend visite à la grand-mère de William, il peut passer des heures à regarder des livres dans l'ancien bureau de John, reproduisant le comportement de son grand-père des années auparavant. William, comme son grand-père, est particulièrement doué pour les déductions et il arrive d'être très bavard comme son grand-père également avant lui. Mais là où William rappelle tout particulièrement son père à Doreen, c'est quand il lui dit « Ne t'inquiète pas maman, je prendrai soin de toi ». Voilà pour cette deuxième petite histoire, aussi étudiée évidemment par Jim Tucker. Là, il est notamment question d'anomalies congénitales, comme vous l'aurez compris, qui en plus d'être donc des preuves physiques, sont accompagnées de dires et de comportements de l'enfant. Et tout ça vient vraiment appuyer ce phénomène de réincarnation qui serait très probable. Voilà, c'est tout pour ce long épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura bien complété l'épisode 54 où j'avais déjà parlé de ce phénomène. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai encore beaucoup de choses intéressantes à vous dire à ce sujet et il est très probable que je fasse un 3e épisode avec des compléments d'informations et quelques cas supplémentaires d'enfants qui se seraient réincarnés. Tous les liens utiles qui complètent cet épisode seront en barre de description si jamais vous voulez aller les consulter. Je laisse également les liens utiles si tout d'un coup vous avez connaissance d'enfants qui tiennent des propos intéressants, inexpliqués, qui pourraient ressembler à une vie antérieure. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc si c'est le cas, il y a un lien pour contacter les chercheurs de l'Université de Virginie. Ils se déplacent, ils ont des interprètes, donc vraiment, n'hésitez pas. Parmi les liens, il y a également une page qui explique aux parents qui pourraient avoir affaire à ce genre de cas comment agir en fait avec l'enfant. Donc n'hésitez pas à la consulter aussi. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça soutient le podcast. Vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram, le lien sera en barre de description. Tous les épisodes du podcast sont à retrouver sur toutes les plateformes habituelles, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, etc. Et puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.